On vous souhaite bonsoir. On veut vous remercier et vous accueillir à cette série de conférences sur le monde d'aujourd'hui. Cette conférence est la troisième d'une séquence qui se terminera au mois de mars. Donc, c'est la formation continue de l'UQAM en collaboration avec l'IEIM, l'Institut d'études internationales de Montréal et de la chaire Raoul Dandurand, qui vous présente cette série de conférences de 2020-2021, le monde d'aujourd'hui. Et si vous avez besoin de plus d'informations, naturellement, les sites web pourront vous informer, en particulier celui sur la formation continue par rapport à cette séquence de conférences. Donc, je me présente, je suis Caroline Coulombe, je suis professeure à l'ESG-UQAM, je suis au département de management. François Audet est mon collègue et aussi mon ami. Bonsoir. Et ça me fait très, très, très plaisir de vous le présenter ce soir. Donc, on est tous les deux chercheurs au sein de l'UQAM, mais en fait, pas de l'UQAM, mais oui, certes de l'UQAM, mais de l'OCAN. L'Observatoire canadien des crises et de l'aide humanitaire, duquel François est le directeur, le fondateur. Membre du conseil scientifique, partout à la fois à l'OCA. Il est aussi directeur de l'IEIM, donc de l'Institut d'études internationales de Montréal, et ce, depuis 2018. Donc, François a été auteur de plusieurs articles, chapitres, livres, tout ce que vous pouvez penser. François a une longue liste de beaux succès professionnels. Il est titulaire d'un doctorat de l'ENAP, mais il a surtout été pendant de nombreuses années humanitaire au sein du CECI, de la Croix-Rouge et de CARE Canada. Donc, ce soir, on vient vous entretenir sur la gestion de crise, sur ces leçons apprises de la COVID-19, les angles morts. Donc, François, si tu me permets, je t'inviterai maintenant, parce qu'on a fait assez attendre tout le monde, à te lancer dans peut-être ta mise en contexte là, par rapport à ce sujet qui est plutôt d'actualité. Hein, on est un an après. On aimerait bien t'entendre là, sur une mise en contexte par rapport à ça. Je te laisse la parole, François. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci de prendre du temps de votre soirée, du temps de famille pour être avec nous ce soir, venir nous écouter. On a déjà perdu un petit peu de temps, tout ça. Alors, je vais aller effectivement directement au but. Merci pour l'introduction, Caroline, et au comité organisateur. On va faire comme suit. Donc, je vais vous faire une brève présentation de 15-20 minutes, là, rapidement, sur l'état des lieux, l'état de la situation. Ensuite, Caroline et moi, on pourra échanger un peu et on va évidemment laisser du temps à la fin pour vous permettre de poser des questions et de réagir aux besoins. Il y a quelqu'un qui va gérer donc la salle, la salle de conversation. On est effectivement à une année, hein, plus ou moins quelques jours de la déclaration là, d'épidémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé, plus d'un an depuis la connaissance là, ou la mise à publique de l'information sur ce virus-là là, qu'on a vu poindre à la fin de l'année précédente. Et c'est un contexte donc tout à fait à propos, comme Caroline le mentionnait, de faire un bilan de la gestion de crise et peut-être de s'attarder aussi un peu à ce qui se passe ici chez nous, à la manière dont le Québec, le Canada et les pays occidentaux se comportent dans la gestion de la crise. Donc, pour commencer, avant de tomber dans le vif du sujet, je vais juste faire un petit contexte international parce qu'évidemment, dans une menace sanitaire, dans le cas d'une épidémie liée à un virus, il n'y a pas lieu d'être communautariste, il n'y a pas lieu de penser que notre rue, notre île, notre province, notre pays a quelque chose de mieux ou de moins bon que l'autre. Le virus n'a pas de frontières, n'est pas politique. Le virus s'accommode de n'importe quel être humain pour progresser. Et évidemment, dans un contexte sanitaire comme celui-là, le contexte mondial doit minimalement être toujours considéré. Alors, je fais juste quelques rappels importants. La moitié de la population terrestre n'a pas d'accès à de services de santé de base. C'était le cas avant la pandémie, c'est encore le cas aujourd'hui. Plus de la moitié de la population sont encore privés d'installations sanitaires, donc aucune capacité de gérer les déchets humains.
2,1 milliards d'habitants n'ont pas d'accès à des services d'eau potable, donc plus d'une personne sur quatre. Et finalement, 100 millions d'êtres humains sur la Terre n'ont absolument aucun soin de santé. Alors, ça met un peu en perspective le contexte sanitaire extrêmement vulnérable de l'espèce humaine par rapport à une menace de type épidémique. Cela étant, je fais aussi un peu un élément de paradoxe, c'est-à-dire que même si tout aurait laissé croire au départ notamment que les zones plus pauvres ou avec des gouvernances moins efficaces en termes de réponse de santé auraient été peut-être plus affectées, ce qu'on constate aujourd'hui avec les données qu'on a, c'est qu'au contraire, les pays riches, les pays développés, le Québec avec son système de santé qui coûte presque la moitié de notre budget annuellement, on a été parmi les régions les plus affectées, à tout le moins, en termes de mortalité. Donc, il faut donc se rappeler qu'on a un contexte sanitaire mondial extrêmement vulnérable, mais de l'autre côté, ce n'est pas parce que le contexte sanitaire ou de santé est meilleur que, visiblement, on était plus préparé ou on a des capacités de réponse qui peuvent s'apparenter meilleures. Évidemment, il y a d'autres indicateurs derrière, mais je voulais laisser ça en termes de contexte. Maintenant, vous amenez dans peut-être un schéma un peu plus académique, conceptuel, donc de la discipline de la gestion des risques et de crise que Caroline, moi et d'autres collègues, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns d'ailleurs que je salue dans la salle, mon collègue Yannick Aymon et d'autres travaillons. Donc, ce sont des outils, des grilles d'analyse, des cadres conceptuels qui nous permettent justement d'analyser les contextes pour éventuellement générer des scénarios. Alors, c'est quoi ces concepts-là? Et je vais en énumérer quelques-uns pour que vous saisissiez un peu quels sont les outils qui nous permettent de pouvoir élaborer ces analyses-là. Le premier, donc très, très sommairement, la gestion de risque et la gestion de crise sont basées sur l'expérience. Donc, plus une organisation, un individu, un gouvernement a de l'expérience, normalement, plus il est préparé à affronter des incidents et de l'incertitude. Et là, petit chemin facile qu'on donne dans les cours de cette nature-là, évidemment, les tempêtes de neige sont plus facilement gérées aujourd'hui qu'il y a 200 ou 300 ans à l'arrivée des premiers colons ici, où les colons sont arrivés en Amérique du Nord en utilisant et en s'inspirant de l'expérience notamment des communautés des Premières Nations, sont arrivés à développer des outils, des moyens, d'une gouvernance et éventuellement le système qu'on connaît pour gérer les tempêtes de neige. Donc, ce qui était un gros problème il y a plusieurs centaines d'années, aujourd'hui, quoique certains pourront se plaindre encore des rues de Montréal, c'est mieux géré, en tout cas, c'est moins un problème. C'est aussi une discipline qui est fondée sur le principe de précaution et d'autres principes comme le duty of care. Donc, principe de précaution qu'on connaît tous si vous êtes parent. Donc, c'est le principe de dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Et dans le cas d'une situation d'incertitude, c'est toujours préférable d'avoir des mesures qui sont susceptibles de protéger une population, même si finalement, on n'a pas encore les données probantes ou la certitude scientifique que ça peut être efficace. Et on se souvient du fameux débat sur les masques en début de cette pandémie-là, qui a duré quand même quelques mois. Aujourd'hui, évidemment, on ne s'interroge même pas si on rentre dans un commerce. Par contre, on se souviendra qu'au printemps dernier, tant le politique que même le scientifique, le corps de la santé publique québécoise, canadienne, était rébarbatif à l'utilisation des masques. Il faut se porter, et ça ne fait pas longtemps, là, ça ne fait même pas un an. Alors, ça démontre à quel point ce principe de précaution-là n'est pas ancré encore dans nos mœurs professionnelles et nos mœurs organisationnelles. Et le duty of care, qui est aussi extrêmement important pour nous notamment, c'est la responsabilité des organisations, des employeurs, à s'assurer que les personnes qui travaillent pour les organisations, les employeurs, etc., soient dûment informées des risques potentiels, des menaces et de les former en conséquence, de les outiller aussi pour faire face à ces éventuelles menaces. On voit évidemment aujourd'hui l'ensemble des mesures qui sont mises dans les entreprises, les commerces, etc., pour diminuer la menace sur les individus. D'autres éléments, et je passe un peu plus vite dessus, donc c'est fondé sur la préparation de scénarios. Donc, tout ça nous amène à générer des scénarios. Je vais vous en présenter quelques-uns. Souvent, on va y aller au pire, au meilleur et à quelque chose d'intermédiaire. Et c'est des scénarios qui sont des aides à la décision dans des organisations, à l'aide à la décision politique, à la décision personnelle, etc. Et c'est comme ça que la discipline, la science de la gestion de crise peut être extrêmement utile, évidemment, dans des contextes d'incertitude
attitudes. Puis enfin, d'autres éléments, je passe aussi rapidement dessus, c'est fondé sur la magnitude, l'envergure, la durée, etc. Donc, on ne gère pas une guerre comme une tempête de neige, comme une épidémie, évidemment. Donc, il y a des contextes et des indicateurs extrêmement précis qu'il faut utiliser d'une situation à l'autre. Alors voilà, grosso modo, un cours de 45 heures de gestion de crise en 3 minutes. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, puis nous amener un petit peu plus sur la situation qui nous intéresse, bien, les facteurs de succès et les facteurs d'échec derrière, c'est quoi? On a notamment donc la capacité de l'État, la capacité de l'organisation et notamment le leadership de l'État et d'une organisation. Et on a vu à quel point c'était important et on fait juste un parallèle assez classique qu'on a vu dans les derniers mois. Donc, le leadership de notre président américain qui a quitté récemment versus le leadership du nouveau ou d'autres leaders politiques est fondamental sur notamment donc l'acceptation par rapport aux mesures, sur le maintien de l'ordre social. Et ce n'est pas parce qu'on vit dans des démocraties que cet ordre social-là est nécessairement acquis. On a vu à Washington notamment. Et éventuellement, des facteurs de succès liés au contrôle de la menace. Alors, dans le cas qui nous intéresse, c'est pour ça qu'on voit ça à tous les jours, les cas, les mortalités, les hospitalisations. Mais si c'était une autre forme de menace, ça serait d'autres formes d'indicateurs. Les facteurs d'échec, maintenant, c'est un peu les facteurs de succès qu'on inverse, mais je vais en énumérer certains qui sont particulièrement importants dans le contexte de l'épidémie, de la gestion de crise qu'on vit actuellement. Le manque de préparation et l'anticipation. Je crois que on va convenir, et ça, ce n'est pas quelque chose de très surprenant, de dire que l'humanité n'était pas du tout préparée à quelque chose qui pourtant est un scénario tout à fait probable et prévisible, au même titre que c'est probable et prévisible qu'il y aura éventuellement un tremblement de terre dans l'Ouest canadien. On a aussi des facteurs d'échec liés à des comportements de rébellion, de radicalisation, donc des groupes de la population qui vont voir à l'intérieur de ces nouvelles normes sociales-là quelque chose de rébarbatif à leur liberté et suffisamment pour tomber dans des systèmes de croyances. Puis on a vu il y a quelques semaines mes collègues qui sont venus d'ailleurs présenter sur les théories du complot qui sont associées à ces systèmes de croyances-là et éventuellement même à de la violence, comme on a vu notamment et en Europe et à Washington et même ici dans certains groupes au Québec et au Canada. Et enfin, l'autre élément de facteur d'échec extrêmement important actuellement, c'est l'incapacité de se projeter dans le futur. Donc, l'incapacité d'une organisation, d'une société à pouvoir anticiper plus que 2 semaines, plus que la semaine de relâche, ou voire même le Pâques, mais éventuellement de pouvoir avoir des scénarios 2, 3, 4, 6, 12 mois, éventuellement de quelques années pour que les organisations se réinventent dans cette nouvelle situation-là. Alors, voilà un peu, encore une fois, très rapidement, mais ça vous donne un peu l'esprit derrière, les concepts derrière, les notions derrière l'analyse que des gestionnaires de risque vont faire. Et je tiens aussi à préciser que la gestion de risque et la gestion de crise, c'est une discipline qui est à la base multidisciplinaire, qui implique à la fois des gens qui ont des expertises, oui, en sciences pures, en sciences sociales, etc., mais l'expérience est extrêmement importante et notamment à l'Observatoire, on utilise l'expérience des humanitaires, donc de gestion justement d'épidémies ou gestion d'opérations complexes dans nos cadres d'analyse également. Donc, voilà grosso modo les enjeux conceptuels. Donc, j'ai placé la dimension du contexte international dans lequel on s'inscrit comme citoyen ici ou peu importe où vous nous regardez. J'ai placé maintenant les enjeux plus conceptuels, la grille, les outils qui nous permettent d'analyser le contexte de la gestion de crise ici. Alors, si vous me permettez, je vais tomber vraiment davantage maintenant un peu plus dans le vif du sujet. Je vais regarder l'heure pour être certain qu'on ne perd pas trop le rythme, étant donné qu'on a perdu quelques minutes au départ. Donc, environ 10 minutes, François. Excellent. Alors, je vous amène maintenant. Je vais te demander, Caroline, de négocier peut-être 1 minute ou 2 supplémentaires. Je vais essayer de parler un peu plus vite, mais pour être certain qu'on place nos enjeux, mais on devrait être correct. Donc, je vous amène maintenant sur une diapo, comme vous voyez, extrêmement sophistiquée PowerPoint que j'ai fait. Donc, sur la ligne rouge, là, qui est notre ligne de temps. Donc, la ligne du temps, ça, c'était ici où c'est écrit, là, ligne du temps. C'était nous qui étions bucoliques au mois de janvier, février dernier, qui avions certains enjeux, certains défis, etc. Mais il n'y avait aucun facteur de la nature qu'on vit actuellement, évidemment, qui est venu changer notre ligne du temps aussi drastiquement. Alors, évidemment, dans notre ligne du temps, là, je vous parle de manière moi-même très provinciale, très communautariste, mais évidemment, si vous êtes
si vous êtes au Yémen, en Syrie, en Haïti ou ailleurs dans le monde, la ligne du temps n'est pas la même pour personne, c'est-à-dire chacun a sa trajectoire, mais globalement, tout le monde ensemble, on avait une grande ligne du temps. Et est arrivé cet événement-là, donc l'épidémie, peu importe comment on va la libeller, l'épidémie, le virus, qui est arrivé à un moment important, qui est arrivé à un moment et qui a fait littéralement évoluer la ligne du temps. Donc, on ne peut plus on n'est plus dans cette trajectoire-là de cette petite ligne rouge-là qui continue. C'est un événement suffisamment important qui a amené toute la population planétaire vers une nouvelle normalité. Et c'est donc un événement suffisamment important pour qu'on le qualifie dans certaines disciplines et qui doit être qualifié même, je pense, aujourd'hui de manière beaucoup plus ouverte par nos leaders, de nouvelle normalité, voire même d'un cataclysme générationnel. Aujourd'hui, après un an, plus de 2,5 millions de personnes sont mortes partout sur la planète d'une épidémie mondiale. C'est un événement générationnel, c'est une ère d'extinction qui va transformer complètement le monde dans lequel on vivait, le monde dans lequel on travaillait, le monde dans lequel on anticipait notre futur. Donc, c'est un moment, effectivement, qui peut s'apparenter à très anxiogène, d'incertitude, mais c'est aussi, par le fait même, cette nouvelle normalité, un moment important d'innovation, de création. C'est un moment important dans lequel des entreprises, voire même des secteurs d'industrie vont peut-être jamais passer à travers, mais d'autres vont naître et rejaillir et permettre à l'humanité de même si c'est un concept qui n'est pas nécessairement apprécié de tout le monde, se réinventer dans cette nouvelle normalité. Et c'est à travers ces postulats que nous travaillons pour permettre de l'aide à la décision des organisations avec lesquelles nous travaillons. Et je considère souhaitable que nos élus aussi y travaillent, parce que pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette absorption de cette nouvelle normalité. Alors, je reviendrai donc sur les enjeux là, de cette résistance-là, mais je vous amène donc tranquillement à me suivre, que vous soyez d'accord ou pas avec notre approche, à me suivre vers cette nouvelle normalité-là. Parce que cette nouvelle normalité-là, comme je le mentionnais tout à l'heure, nous amène à générer des scénarios. Alors, on suit ma petite flèche, je change de diapo, et on arrive, c'est toujours la petite flèche, donc nouvelle normalité. Et là, notre nouvelle normalité, notre nouvelle trajectoire sociétale, elle nous amène vers des scénarios que je vous invite à connaître. Donc, encore une fois, scénario le pire, donc évidemment, je les pointe devant mon écran, vous ne le voyez pas. Donc, le pire, le stable et l'amélioration. Alors, commençons avec un peu de positif. Donc, excusez-moi. Le scénario d'amélioration, c'est celui qu'on espère arriver le plus rapidement possible. C'est un scénario dans lequel on contrôle donc l'épidémie, on a des diminutions significatives des cas, il y a un contrôle de la menace. L'épidémie est devenue endémique, donc on ne parle plus on n'est plus à la remorque du virus, mais on est capable de le prévoir, comme notamment les cas de grippe annuelle, si vous voulez. On anticipe, on est capable d'absorber les leçons apprises et on a une projection dans le futur. Hein? Ça, c'est le scénario qui est souhaitable, qui va arriver, on l'espère, bientôt. Le scénario du pire, c'est, allons-y avec l'intermédiaire. Le scénario plutôt de l'intermédiaire, donc c'est la stabilité. C'est un scénario où il n'y a pas de dégradation, mais il n'y a pas d'amélioration non plus. On se maintient, il y a des plateaux. On a une habituation au risque, hein, donc on voit les chiffres de mortalité, de cas arrivés, on voit que ça s'améliore, ça s'empire, ce n'est pas trop clair, mais on s'habitue à ça et ça devient une nouvelle qui devient un peu banale, donc une banalisation de la menace. Et cette banalisation de la menace nous amène dans une stagnation de l'adhésion au protocole, aux mesures de sécurité. Donc, tranquillement, on se dit, on va prendre un verre, on va voir les amis, on va voir la famille, etc. Puis on devient de plus en plus de moins en moins responsable et on adhère de moins en moins à ce scénario-là. Mais on est un peu entre les deux. Et le scénario du pire, c'est le scénario où finalement ça ne s'améliore pas, au contraire, on est toujours en perte de contrôle dans les cas et les décès, on n'est pas capable d'anticiper, on reproduit les erreurs, il y a une perte de cohésion et de leadership, le leadership est fatigué, tant au niveau de l'État que des organisations, et on est incapable de voir l'avenir. Alors ça, c'est une espèce de fourchette de possibilités. À l'intérieur de ça, il y a des scénarios intermédiaires, mais ça va donc du meilleur au pire. Donc, je vous invite à anticiper où vous pensez qu'on se situe aujourd'hui, un an plus tard. Comme c'est moi qui ai
présentateur, ben, je vais vous faire mon hypothèse à moi. Mon hypothèse à moi, c'est que pour l'instant, on est encore dans le scénario du pire. Donc, on est encore dans un... Et là, on pourrait décrire beaucoup plus de manière exhaustive là, les différents indicateurs, mais on n'est clairement pas en contrôle de la situation, ni au niveau local, encore moins au niveau international, d'autant plus qu'une partie importante de la population ne sera jamais vaccinée, je parle au niveau mondial. On n'anticipe absolument pas, on reproduit les erreurs, on a fermé les frontières beaucoup trop tard au printemps et on vient à peine de mettre en place des mécanismes aujourd'hui pour les variants, alors que finalement, ces variants-là sont déjà bien implantés dans la communauté, etc. Donc, on reproduit un système d'erreurs, on est incapable de voir l'avenir. Hein. Donc, on parle à peine, on est dans le débat du popcorn dans les cinémas. À mon avis, c'est extrêmement triste qu'on en soit à ces discussions-là, alors qu'on n'est pas capable d'anticiper ce que nos industries, nos commerces, nos organisations, nos institutions vont-elles passer à travers les années qui s'en viennent. Et non, pour l'instant, ce qui est important, c'est le débat du popcorn. Petite parenthèse éditoriale. Donc voilà, alors personnellement, et plusieurs du milieu que je côtoie, et beaucoup d'experts s'entendent pour dire qu'on est encore au pire et que pour qu'on puisse arriver à un scénario de stabilité puis éventuellement d'amélioration, ça va prendre encore beaucoup de temps. Alors évidemment, oui, le vaccin arrive, oui, on va se faire vacciner massivement, mais ce n'est pas le vaccin qui va enlever le contexte de cohabitation du virus et on va encore se retrouver dans un contexte extrêmement complexe d'une relation avec une menace pour encore un certain temps. C'est une question d'années, ce n'est pas une question de semaines ou de mois. Sans ça, je vais me permettre une petite intervention. Il y a eu un commentaire que je ne rapatrierai pas ici au complet, mais en fait, il y a une dame qui est avec nous qui nous disait, ben oui, effectivement, moi, j'ai été coincée en France, puis j'ai vécu ça du point de vue de l'autre côté de l'océan. Donc, effectivement, c'est ce que tu nous partages au niveau québécois-canadien est partagé mondialement avec d'autres gouvernements, avec d'autres couleurs hein, au niveau international. Puis c'est un peu ça l'essence du message, c'est de dire on est dans un contexte international, puis il ne faut pas l'oublier. Tout le monde est en train de vivre la même réalité. Exactement. Et puis, bien, on va arriver avec peut-être différentes comparaisons ou options qui se passent justement dans le monde et on aura l'occasion probablement de revenir sur cet élément international tout à fait. Et là, si tu me permets, Caroline, donc j'arrive à la conclusion de ma présentation centrale. Donc, scénario, je récapitule, scénario sanitaire extrêmement vulnérable internationalement, mondialement. On a donc des outils quand même de notre côté et dans d'autres disciplines pour analyser tout ça. La COVID est arrivée, l'épidémie est arrivée, nous amène dans une trajectoire de nouvelle normalité. Et là, on est dans une trajectoire encore très incertaine et avec des probabilités que ça arrive très, très, très grandes. C'est-à-dire qu'on est une grande fourchette de possibilités. Évidemment, il y a la possibilité que d'autres scénarios surviennent, mais on est quand même entre le meilleur et le pire. On est assez certain que ça va se trouver à l'intérieur de tout ça. Et là, donc, Caroline, je vais terminer avec ma dernière petite diapositive rapidement pour nous amener sur le terrain de la méthode de nos États. Donc, plus spécifiquement, Canada, Québec, Occident, mais parce qu'il y a peu de différence là, à quelques éléments près, mais on va regarder un peu qu'est-ce qu'on a fait, sachant qu'on vit dans un monde vulnérable, sachant qu'on a des outils et qu'on devrait prévenir au lieu de guérir. Donc, sachant tout ça, quelle était notre méthode ici? Alors, rapidement, ce qu'on a constaté, donc, c'est que on a une gestion de crise qui a été très détachée du contexte mondial. Et c'est normal, l'incertitude, la grande anxiété sociale qu'on a vécue, rappelons-nous notamment au printemps dernier, on s'est rapidement concentré sur nos objets à nous, notre situation à nous. Ça nous a pris d'ailleurs beaucoup de temps, même, je parle au fédéral notamment, de fermer les frontières au printemps. Il a fallu que la ville de Montréal, c'est pas rien,
fasse quelque chose, et se rende à l'aéroport pour faire de la prévention. Et là, tout d'un coup, on réalisait qu'il y avait une menace internationale qui existait, alors que les services secrets, le renseignement, savaient depuis le mois de janvier, Washington, Londres, Paris, Montréal, Ottawa, les capitales étaient informées de cette menace-là. D'ailleurs, on peut se poser la question, si la menace avait été d'ordre terroriste, on aurait probablement réagi autrement, mais elle était d'ordre sanitaire. Ça n'a pas été identifié à l'intérieur du processus décisionnel comme étant quelque chose qu'il fallait faire. On a aussi donc une cellule de gestion de crise qui s'est transformée en cabinet politique. Et ça, je crois que c'est un constat que beaucoup de médias, d'ailleurs, et l'opposition ont critiqué, et on l'a vu très clairement. Donc, le gouvernement québécois avait mis en place une cellule de crise. Une cellule de crise, c'est donc pas seulement des politiciens et les leaders élus, c'est des gens qui sont dans l'appareil d'administration publique, qui sont là pour prendre des décisions, des experts scientifiques aussi, qui alimentent ces décisions-là et qui permettent ultimement, évidemment, aux représentants de prendre des décisions éclairées qui ne sont pas juste d'ordre politique, mais qui sont aussi d'ordre sanitaire, sécuritaire. Ça s'est rapidement atténué au fil des semaines. Et au début d'été, fin du printemps, cette cellule de crise-là n'existait plus et on a retourné dans un mode gestion cabinet, gestion politique. Finalement, le gouvernement gère en fonction de son niveau d'appréciation de la population et non pas en fonction de la sécurité de la population. Je ne dis pas nécessairement que ça ne va pas de pair, mais en gestion de risque et en gestion de crise, il faut protéger souvent la population d'elle-même avec des décisions qui ne sont pas nécessairement populaires. Je termine, donc j'en suis à mes derniers petits points, Caroline. Et ça, je l'ai d'ailleurs mentionné dans un texte que j'ai publié dans la presse en fin de semaine dernière, on est dans une approche très court terme basée sur les sondages et désincarnée de la crise durable. Donc, très, très court terme, le gouvernement actuel, ici au Québec, font des sondages de manière très fréquente pour connaître si la population accepte ou non, adhère ou non à leurs décisions. Si c'est le cas, ça va rester. C'est le cas notamment du couvre-feu. Sinon, ils vont le remettre en question, alors que finalement, il y a peut-être des bonnes raisons scientifiques et des probabilités, justement, sur le principe de précaution que ça soit valide, mais on le fait sur la base de la politique. Et cette situation-là a été évidemment extrêmement utile pour les élus actuellement, tant au fédéral qu'au provincial, parce que ça l'a complètement évacué du système médiatique, l'opposition politique actuellement, et même les critiques en général ont été extrêmement mis de côté. On a donc une vision à la semaine, aucun scénario moyen ou long terme n'a été partagé. C'est ce que j'écrivais donc dans mon papier. La population et les organisations sont incapables de planifier, de se projeter dans le futur. Les organisations voient quelques semaines en avant, espèrent que l'argent du gouvernement, l'aide va rentrer en attendant que ça rouvre, mais on n'a pas d'idée si et quand ça va rouvrir non plus. Alors ça met une situation de grande vulnérabilité et d'anxiété les individus, les organisations de nos sociétés. Et enfin, et ça, c'est pour moi un point extrêmement important, puis je conclus là-dessus, Caroline, c'est le constat actuel de l'approche qui est privilégiée. On a une approche dans l'ensemble de l'Occident qui a été celle de la mitigation et non pas une approche d'élimination du virus. Et je vais rapidement expliquer les nuances. L'approche de la mitigation, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire qu'on assume qu'il y a une contamination communautaire importante. On parle de 1000, mais dans les faits, c'est beaucoup plus que ça, comme on sait. Je ne vais pas rentrer dans l'épidémiologie. Mais évidemment, au fur et à mesure que ça monte, on va donc fermer certaines choses. On va attendre que ça redescende en bas des indicateurs de stress institutionnel, donc de capacité de gérer dans le système de santé. Ça va ouvrir, on va augmenter, ça va descendre, on va fermer, etc. Et on est un petit peu dans cette espèce certains parlent de yo-yo, stop and go, bref, de situation d'ouverture-fermeture qui finalement nous laisse aucune possibilité, encore une fois, d'anticiper le futur, tant au niveau individuel que collectif. Et ça nous amène aussi, il faut anticiper le futur. Cette situation-là d'ouverture-fermeture, ça ne donne aucune prévision de gestion de sortie de crise. Donc, quand est-ce que la crise va être terminée dans un contexte comme celui-là? Tant aussi longtemps qu'on va tolérer la situation. Donc, pour l'instant, je suis extrêmement concerné, en bon français, concern, mais extrêmement inquiet, disons-le plus clairement en français, de cette approche de sortie de crise-là, parce que ce scénario-là qu'on a favorisé ici, ou qu'on a plutôt
assumé, parce qu'on ne l'a pas choisi, ne semble pas viable à long terme. L'autre scénario, qui a aussi ses inconvénients, qui est celui de l'élimination du virus, qui a été celui préconisé par Taïwan, l'Islande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, est un scénario où on a fermé tout, mais de manière très intense, diminuer la transmission communautaire tellement bas qu'on est capable de pouvoir circonscrire très rapidement les petites éclosions et permettre à la population de vivre un peu plus librement, entre guillemets. Par contre, ces populations-là sont complètement fermées au reste du monde. Donc là, on a un scénario un peu inverse. Et on retrouve ça à petite échelle ici même au Québec. Par exemple, il n'y a plus de cas en Gaspésie. Et là, à ce moment-là, la Gaspésie veut ouvrir, mais on dit, on va mettre des barrières dans les autoroutes pour ne pas que les gens de l'extérieur viennent nous contaminer. Alors, ces scénarios-là peuvent exister aussi dans des contextes géographiques où on a de la mitigation, mais évidemment, tant que c'est le scénario de la mitigation, ça ne sera pas la fermeture de certaines autoroutes qui vont empêcher le virus de progresser. Donc, et le scénario de l'élimination du virus, pour l'instant, n'est pas un scénario qui s'apparaît viable non plus parce que à terme, où est-ce que ça va mener? Comment et combien de temps les populations qui sont complètement isolées du reste du monde pourront régulariser leur commerce, leurs échanges, leurs voyages, etc. Ça devient extrêmement complexe. Donc, on est un peu à ces scénarios-là. Et je dirais, pour conclure, qui est un peu le code d'Israël, Caroline, je conclue là-dessus, qui ont peut-être 6 à 8 mois d'avance sur nous sur la vaccination. Ils en sont rendus à, un peu comme certains pays scandinaves, à trouver des méthodes d'utilisation qui mettent peut-être des questions éthiques importantes, de dire, on a des codes de couleur, donc les gens sont littéralement badgés, à savoir, ils ont reçu une dose, ils ont reçu 2 doses, ils n'ont pas reçu de dose, ils ont reçu une dose de quel type de vaccin, qui est efficace contre quel variant, mais pas un autre, etc. Et là, on peut voir la hiérarchisation et les pressions importantes de certains groupes, l'universalité de l'accès à des services. Est-ce que des organisations, des commerces vont dire, on veut seulement accepter ceux qui ont reçu 2 doses d'AstraZeneca, mais une dose du Sputnik, etc. Et là, ça devient extrêmement complexe à gérer et je ne sais pas jusqu'à quel point ça sera acceptable dans une société comme la nôtre, mais en tout cas, pour l'instant, en Israël, c'est ce qu'ils ont opté de faire. Est-ce que ça va être durable? Je ne le sais pas, mais c'est extrêmement problématique. Et j'arrête ici, Caroline, mais bref, pour l'instant, il n'y a pas de scénario de sortie de crise et aucune des stratégies semble viable à moyen terme pour permettre aux populations d'avoir cette nouvelle normalité dans un contexte optimal. Écoute, François, avant qu'on se lance dans notre deuxième section là, où on veut converser ensemble, j'inviterais tout le monde à utiliser l'onglet questions et réponses pour pouvoir nous partager vos questions, puis au fur et à mesure, on essaiera d'y répondre au mieux. Donc, François, écoute, tu étais en train de nous faire un constat global, un petit peu dark, on va se dire, de la situation. Il y a eu certains commentaires qui effectivement appuient tes postulats, qui concluent même peut-être un manque de courage politique, courage organisationnel. Qu'est-ce que tu en penses, toi, François, de ça avant qu'on transite vers les leçons apprises et les angles morts de cette crise? On a beaucoup utilisé le terme là, gérant d'estrade, donc c'est facile pour des profs d'université comme observateurs externes de porter un regard critique. De loin de moi, et je pense que tout observateur objectif, on ne peut pas porter de regard trop critique par rapport à la manière dont nos élus, en tout cas c'est comme ça que je résumerais la dimension du courage. Je crois que les élus ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient comme information très clairement et ça reste des politiciens aussi. Par contre, effectivement, je pense que, et là, peut-être probablement qu'on va se rejoindre, Caroline, je crois qu'il y a une fatigue dans le leadership politique, dans tous les leaderships de tous les pays de la planète. C'est une crise durable. Donc, on ne gère pas une inondation, on ne gère pas un feu de forêt, un tremblement de terre. On est dans un contexte là, extrêmement complexe et il y a très peu, il y a donc une fatigue et très peu d'anticipation dans les projections des grands ministères, notamment. Et ça c'est inquiétant. Je crois qu'il doit y avoir des chantiers
littéralement des chantiers pour plancher sur le 1, 2, 3, 5 ans. Absolument. Et ces chantiers-là sont nécessaires pour permettre justement aux élus de faire un travail plus quotidien, parce qu'il faut que le quotidien soit géré, parce que oui, il va y avoir des éclosions, puis oui, on a besoin d'un système de santé qui fonctionne, puis d'un commerce qui rouvre, puis qui ferme, puis d'un débat sur le popcorn si ça leur tente, mais ça prend des chantiers pour permettre aux institutions, aux industries, au commerce, à vous et à moi, de pouvoir planifier nos vacances, de pouvoir planifier nos retraites, de pouvoir planifier le monde de demain. Caroline et moi et les collègues dans la salle, on enseigne actuellement à la nouvelle génération. Là-dedans, il y a des étudiants qui seront gradués, qui n'auront jamais mis les pieds à l'université, qui n'auront jamais rencontré leurs collègues, qui n'auront jamais rencontré leurs professeurs. Ils vont travailler probablement pour des organisations et des commerces qui ne sont même pas encore créés. Alors, c'est ça qu'il faut penser, imaginer. Et pour l'instant, je trouve qu'on est extrêmement en retard là-dessus. Alors, je ne croirais pas, bref, que ce soit une dimension de courage. Je pense que c'est simplement un débordement. Et il faut qu'il y ait par contre une ouverture des instances politiques pour permettre les chantiers et pour permettre à l'opposition politique aussi d'être présent et qu'il y ait une représentation et des débats beaucoup plus structurants sur le monde de demain, qui ne sera pas un retour en arrière, qui va être plutôt celui d'en avant qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Puis François, je vais appuyer là-dessus. C'est très chemin faisant, étant donné que c'est du jamais vu, étant donné l'ampleur, étant donné la durabilité dont on va reparler dans un instant. Et ce chemin faisant-là fait en sorte que quand on regarde par en arrière, on se dit quelle erreur, mais en fait, à ce moment-là bien précis de notre histoire, par exemple, au mois de juin, on a pris une décision éclairée du mois de juin. Et il faut donc, je crois, puis je pense que je vais renchérir là, ton portrait sur la fatigue organisationnelle et politique et humaine qu'on traverse tous et chacun là-dedans. Du fait qu'on est on doit rester humble dans notre capacité à gérer, qu'on le fait au mieux. Hein, puis là, on revient avec le duty of care, puis certains principes qu'on doit se mettre en place. Écoute, François, avant qu'on transite vers les angles morts, ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'effectivement, l'OCA, l'Observatoire canadien des crises et de l'aide humanitaire, a été très actif. Alors, on n'a pas été les seuls très actifs là, dans les 12 derniers mois, mais si on parle du cas présent et de l'analyse qu'on veut vous présenter de certains angles morts et des leçons apprises, parce qu'on est à ce point-ci, après un an, en train, il y a plein de têtes autour de ces réflexions-là. Donc, je voulais mentionner que l'OCA, depuis les derniers mois, a publié, puis là, je pense que je ne les ai pas comptés un à un, mais au moins 40 à 50 papiers, plutôt grand public, basés sur nos méthodologies de recherche, mais qui se voulaient accessibles pour les organisations et les gens, sur ce chemin faisant-là, de chacune de ces étapes-là. Si jamais ça vous intéresse, l'OCA a tout mis ça en ligne. Beaucoup de podcasts, beaucoup de sorties médiatiques. Il y a aussi un livre qu'on est en train d'éditer, dont François est co-éditeur, qui s'en vient, je ne sais pas si tu as le goût d'en glisser un mot. Et on a parti un colloque de recherche qui va réfléchir plus amplement sur ces questions-là. Donc, la question des leçons apprises, des angles morts, on veut cette zone grise-là entre le pôle très positif et le pôle très négatif que tu nous parlais, François. Puis, qu'est-ce qu'on a à créer puis innover pour pouvoir sortir une solution viable avec une certaine projection là, sur notre futur comme société, comme organisation. Donc peut-être maintenant, nous rebondir sur justement quels sont les angles morts, selon toi, François, qu'on a encore à ce jour aujourd'hui. Oui. Évidemment, avant d'arriver aux angles morts, qu'est-ce qui génère les angles morts dans un contexte de crise durable et unique et historique dans lequel nous sommes? Et c'est ça qui est important de le rappeler. Et là, je le dis particulièrement pour le Québec parce qu'on l'a bien observé, on avait les mains dedans, comme on dit. Et ce n'est pas propre nécessairement au Québec. Je pense qu'une grosse partie de l'Occident, des approches occidentales dans la gestion de crise a été extrêmement unidimensionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a centré notre réponse sur les enjeux sanitaires, médicaux. Alors, évidemment, la menace est virale. Alors oui, on a besoin de soldats de l'autre côté pour confronter ça, pour informer, pour documenter. Ça va de soi. Et ça doit rester la santé publique qui doit être prédominante, mais d'écarter
ça a été fait de manière involontaire, tout le reste, ou d'avoir un peu des œillères parce qu'on est omnibulé par les morts qui se comptaient à la dizaine et à la centaine au printemps, et on est rendu au Québec, je crois, après 10 000, je ne sais pas exactement aujourd'hui les chiffres à jour, mais bref, et 2,5 millions dans le monde, ben, ça fait en sorte qu'on a laissé de côté tout le reste, volontairement ou involontairement, parce qu'évidemment, il y avait d'autres priorités, on est d'accord, mais cette approche unidimensionnelle-là fait que le multidimensionnel n'a pas été considéré. Et comme je le mentionnais, notamment au Québec, on a rendu la cellule de crise cellule politique, et donc l'expertise multidisciplinaire et multidimensionnelle autour de la table, au-delà des politiciens et des administrateurs publics et de la santé publique, n'était pas là. Alors, qu'est-ce que ça a créé comme phénomène? Puis on en entend parler de plus en plus à tous les jours dans nos journaux, dans nos médias, tout le monde en parle et partout. Ce sont donc les angles morts, entre guillemets, c'est les effets secondaires de n'avoir consacré nos énergies que sur la dimension sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la santé physique, détresse mentale, on entend beaucoup parler, les enjeux académiques, petite enfance, les étudiants du secondaire, j'en ai un qui sont à la maison, et nos étudiants du cégep et de l'université, nos étudiants gradués, les jeunes chercheurs, les doctorants qui sont laissés tout seuls, etc. Ça crée énormément d'orphelins de tout acabit. On a vu les enjeux d'itinérance extrêmement importants, les communautés marginalisées, les Premières Nations aussi. Je dois faire une parenthèse, évidemment, on a réessayé de répondre à ça au fur et à mesure que tout d'un coup, ça émergeait. Évidemment, il a fallu malheureusement qu'il y ait un itinérant autochtone qui décède pour qu'on s'y intéresse. Mais il ne faut pas que sa mort soit vaine, justement. Et d'ailleurs, le comité éthique a décidé, c'est déjà entrepris, que les Premières Nations allaient être parmi les premiers à être vaccinés. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Même chose pour les communautés marginalisées. Mais il a fallu que ça arrive, malheureusement. Le délestage hospitalier, je vais laisser les experts en parler, mais clairement, c'est très, très lourd. Et là, on est sur une trajectoire actuellement d'à peu près, si la tendance se maintient, comme dit mon président, d'au moins 20 000 morts d'ici la fin de l'éventuelle fin de l'épidémie actuelle. Les angles morts au niveau économique, là, je vais passer rapidement, mais ça touche beaucoup l'hécatombe pour les PME qui n'avaient pas de liquidité, les commerces, évidemment, les petits commerces, les plus gros aussi. Certains secteurs, certaines industries, notamment tout ce qui est événementiel et touristique, peut-être s'en remettront-ils jamais. Et l'endettement historique de l'État, on imprime de l'argent. Pendant combien de temps pourrons-nous imprimer de l'argent? L'inflation qui sera liée à ça, je vais laisser mes collègues économistes s'y pencher, mais clairement, ça, c'est un enjeu. On va s'endetter et nos enfants devront payer ça pour longtemps. Les effets à long terme majeurs sont donc méconnus de ces angles morts-là, et de plus en plus, ce qu'on voit poindre dans les recherches, dans les journaux scientifiques, c'est que, et ça commence clairement à être évident, c'est que les conséquences du délestage et de l'impact économique aura des effets beaucoup plus négatifs à long terme que le virus lui-même. Et je fais un aparté sur mon champ de compétences à moi, qui est l'humanitaire. Ce qu'on constate, effectivement, c'est que le conservatisme économique, le protectionnisme économique qui va être à l'ordre du jour maintenant jusqu'à ce qu'il y ait une reprise économique va faire en sorte que, évidemment, l'aide internationale et l'aide humanitaire est vraiment au neutre, pour ne pas dire des fois au point mort dans plusieurs zones de la planète, créant donc des enjeux extrêmement de grande vulnérabilité pour des millions de personnes à travers le monde, notamment créant des famines. Ça, c'était aussi très bien documenté. Alors là, évidemment, et c'est correct, on va prioriser certaines choses, mais au détriment de d'autres. Et au niveau organisationnel, et je termine là-dessus pour les angles morts, on pourrait continuer longtemps. Évidemment, les enjeux, les processus versus les capacités d'adaptation à cette nouvelle normalité-là. Et je vais peut-être juste donner un élément là-dessus. Ce qu'on se rend compte dans les organisations, et Caroline notamment, tu as travaillé beaucoup, tu as fait de la recherche beaucoup dans plusieurs organisations cette année, et on a vu quoi? On a vu que, évidemment, beaucoup d'organisations continuaient leur système d'analyse de performance, même d'évaluation de leurs équipes et de leurs projets,
de la même manière que l'année d'avant, alors qu'évidemment, il y a un changement du travail, la performance ne doit pas se faire évaluer, l'efficacité non plus de la même manière que c'était avant l'épidémie, évidemment, et pas juste pour une raison du télétravail, même si ça joue pour beaucoup. Mais bref, tout ça doit y avoir des ajustements et aura des conséquences importantes s'il n'y a pas justement de réinvention de notre système du travail de manière rapide dans les organisations. Écoute, François, il y a Luce qui nous demandait est-ce qu'il n'y aurait pas de la place, donc, dans tout ce portrait-là pour donner plus de place aux citoyens pour influencer les choix sociétaux, organisationnels? Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon d'inclure l'individu puis de le mobiliser un petit peu plus davantage? Ben, j'imagine, Madame, que vous faites référence à ce qu'on appelle globalement la société civile, donc aux citoyens, que ce soit une approche qui est peut-être plus donc bottom-up, hein, donc qui est une considération de la base et non pas quelque chose qui est plus du top-down, ce qui est souvent le cas en gestion de crise. Ben, tout à fait. Et je crois que après un an de cette pandémie-là, il faut qu'on transite vers des modèles décentralisés, donc permettre aux citoyens, oui, aux organisations, aux commerces, aux entreprises et au secteur industriel de travailler, de plancher là-dessus. Mais il faut qu'il y ait des messages clairs sur ces projections-là. Parce que si ce qu'on dit, notamment aux salles de cinéma, c'est qu'on rouvre puis on va payer le popcorn pour qu'il y ait du monde dans les salles, ben, ce n'est pas viable comme modèle économique. Je ne m'y connais pas en cinéma, mais clairement, ça cloche. Donc, alors, c'est quoi la projection pour les cinémas? Je parle de ça. C'est quoi la projection pour les universités? C'est quoi la projection même pour une ville comme Montréal, pour l'accès aux places populaires, etc. Et oui, tout à fait, c'est un élément qui est à considérer. A priori, hein, et là, je ne me suis pas penché là-dessus particulièrement, puis tes idées valent les miennes, Caroline, mais j'ai le sentiment qu'il faut d'ailleurs que l'espace des chantiers dont je parlais doit être aussi à caractère beaucoup plus populaire et démocratisé pour permettre aux citoyens de contribuer, parce que là, pour l'instant, c'est une poignée de gens qui évidemment, vont prendre des décisions bien intentionnées, mais très peu éclairées parce que très unidimensionnel et basé sur un contexte qui est celui d'une crise durable et qui, pour l'instant, fait perdre de vue le long terme pour les preneurs de décision, tant au niveau politique que dans les organisations d'ailleurs. Par rapport à ça, il y a deux questions qui ont surgi. Il y a Richard qui Oui. nous disait, ben, si on revient au début, là, dans ce contexte international-là, on oublie, par rapport à ton début, à ton introduction, mais aussi à ta note par rapport à l'angle mort des effets à long terme majeurs. Donc, si on rapatrie ça au niveau international, quels sont les effets? Je m'excuse, hein, je ne sais pas si vous entendez le bruit chez moi, là, mais j'ai une gang d'enfants qui, qui font peu attention à mon activité professionnelle à la maison. Donc, tout ça pour te dire que les effets collatéraux sur les pays comme l'Afrique, où la pandémie en tant que telle ne semble pas être si importante en termes statistiques, mais pour les crises alimentaires qui vont suivre, tous les problèmes économiques aussi là, qui peuvent arriver. Donc, oui. Oui, tout à fait. C'est une excellente question. Et en fait, rapidement, à deux niveaux. Hein, donc, il y a un enjeu, donc, effectivement, d'une perspective sanitaire. Donc, la plupart des pays là, qui ont moins de capacité, moins de ressources, pas de système de santé qualifié pour répondre aux situations actuelles, sont extrêmement dépendants du reste du monde, notamment pour l'accès aux vaccins. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Et bon, là-dessus, on peut quand même féliciter le Canada d'être assez actif avec COVAX. Bon, il y a l'enjeu qu'on va chercher aussi des vaccins chez COVAX, on pourrait y revenir, mais bref, autrement dit, tant aussi longtemps que tout le monde n'est pas vaccinés, là, utopiquement, ben, nous ici, on ne sera pas non plus complètement protégés. Alors, on a un intérêt égoïste à être généreux et à veiller à ce que les pays qui dépendent de notre générosité dans l'accès à des soins de santé, notamment, oui, aux vaccins, à des médicaments, à des traitements, etc., ben, puissent y avoir accès. Et ça, c'est fondamental. Et pour l'instant, on est encore très loin. Actuellement, je pense que c'est sorti d'ailleurs aujourd'hui ou hier, là, il y a encore 100 pays sur la planète, 100 pays qui ont
reçu aucune dose du vaccin. Aujourd'hui, 1 an après la pandémie, alors on va dire que nous, on n'en a pas beaucoup encore, etc., des retards de livraison, mais il y a encore 100 pays qui n'en ont eu aucun et au moins 50 qui n'ont aucune transaction de prévu pour en avoir. Alors, c'est des dizaines, voire des centaines de millions de personnes, peut-être même des milliards, qui n'auront pas de vaccin cette année en passant. L'autre élément, puis je pense que c'était le point de Richard, sur les dimensions des conséquences, des effets collatéraux ou des effets secondaires, mais directs de la pandémie. Donc, il y a, moi, ça, je l'ai beaucoup observé, c'est mon milieu de recherche privilégié, donc les réseaux des organisations humanitaires, les zones de crise et la recherche dans ce secteur-là. Ce qu'on a observé, c'est d'une part, effectivement, un arrêt dans la liquidité financière. Donc, il y a eu des premiers mois des coupures importantes de financement. L'Angleterre, notamment, qui est un bailleur de fonds important, a baissé dramatiquement. On a vu d'ailleurs qu'Oxfam a fermé beaucoup de bureaux pays, etc. Et donc, il y a une conséquence dans la chaîne de livraison des services par les organisations, par les bailleurs de fonds aussi, qui va se répercuter dans le temps, étant donné les impacts économiques et l'endettement des pays riches. C'est à prévoir, évidemment. Et les conséquences liées après ça, même à l'épidémie comme telle, à la fermeture des frontières. Beaucoup de pays, je connais bien Haïti notamment, en Afrique de l'Ouest, comme de l'Afrique, Asie du Sud-Est, qui sont très, très, très fragiles dans leur commerce, dans leur chaîne d'approvisionnement et dans leur vente, dans leur livraison. Et évidemment, la fermeture des frontières les empêche de faire beaucoup de transactions. Donc, une perte de revenus énorme pour des populations très vulnérables, perte de production alimentaire aussi. Et effectivement, les enjeux de crise alimentaire vont être à l'ordre du jour en 2021 sur la planète. Donc, là, on parle d'environ, pour l'instant, 100 millions de personnes qui seraient en situation de crise alimentaire actuellement. Bon, ça peut paraître beaucoup ou peu selon où on se situe. C'est beaucoup parce qu'on avait fait des gains importants les derniers 5 ans. Mais là, on perd un peu les investissements qu'on avait faits ces dernières années, malheureusement, étant donné la pandémie. Écoute, il y a Michel qui justement nous dit est-ce que, étant donné que c'est mondial, on ne devrait pas être dans une gouvernance plus concertée entre les États du Nord et du Sud? Là, c'est peut-être pour fermer là, cette bulle plus internationale là, sur notre propos. Oui, puis merci pour la question. C'est toute la dimension notamment du multilatéralisme, des conversations entre États sur la cohésion et d'une réponse tout à fait. Donc, il y a différentes plateformes. Donc, il y a les Nations unies, l'Organisation mondiale de la santé. Pour l'instant, clairement, ce n'est pas du tout la posture que les États influents, les grandes puissances ont. Et encore, les moyennes puissances comme le Canada l'essayent un peu, mais on a été parmi les seuls à jouer le jeu de COVAX de manière vraiment officielle. Beaucoup d'États, incluant les États-Unis, les grandes puissances, États-Unis, parlons des États-Unis surtout, ont été très, très protectionnistes. L'Europe aussi, très, très protectionniste. Difficulté d'accès au vaccin notamment. Mais la diplomatie du vaccin vient jouer. On a vu que la Russie et la Chine, qui ont évidemment une influence grandissante et des fois même dominante dans certaines régions du monde, notamment en Afrique, arrivent avec des solutions clés en main et on verra probablement des accès aux vaccins et des négociations entre pays qui étaient notamment peut-être par le passé des alliés de l'Occident, voire être transférés vers d'autres puissances régionales notamment et d'autres grandes puissances, notamment je parle de la Chine et de la Russie très certainement aussi. Alors, mais je vous dirais que je ne suis pas très optimiste à moyen terme parce que tant aussi longtemps que l'Occident est en mode survie et n'a pas accès à une distribution de masse de ces vaccins, ça va prendre encore au moins 3 à 4 mois quand on voit la rapidité avec laquelle ça s'annonce pour l'instant. D'ici 3 à 4 mois, il n'y aura pas de conversation multilatérale. Il y a trop de pression sur nos dirigeants politiques pour livrer les vaccins chez nous et que les gens d'ici aient accès à leurs vaccins. Il y a Jean-François, d'ailleurs, qui nous dit est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de réels changements au niveau de la gouvernance provinciale fédérale suite à tout ce qui se passe, à tous ces impacts-là, à toutes ces conséquences, ou est-ce que ces travaux, là, entre guillemets, sont trop monstrueux, trop complexes là, pour que ça soit adressé? C'est peut-être un vœu pieux, mais j'espère qu'il y aura des changements. Si, et là,
Le prochain défi, il sera climatique, il l'est toujours d'ailleurs, mais là, pour l'instant, on s'attaque au plus urgent. Il faut que cette crise-là nous serve de leçon organisationnelle et politique pour nous amener à répondre à notre prochain défi, qui est celui de la lutte contre les changements climatiques et d'autres défis qui reviendront, que ce soit régionalement ou internationalement. Si on revient au mode opérationnel qui était précédent, ben, bon, là, vous savez, moi, je suis biologiste, hein, à la base, là, j'ai fait mes études en biologie, bac et maîtrise, et donc je suis un évolutionniste. Alors, j'ose espérer, comme darwiniste, que l'être humain sera assez intelligent et mature pour apprendre de cette erreur. On est face à une menace existentielle. Si on revient à nos vieux pattern, ben, on va rencontrer un nouveau mur et on ne peut que remercier le ciel que ce virus-là ne soit pas plus mortel parce qu'il aurait pu l'être et une variante pourra l'être éventuellement par ailleurs. Mais disons que c'est une leçon importante qu'on doit, ne serait-ce que par respect pour les millions de morts, assurer qu'il y ait des changements. C'est fondamental. Ça fait un super pont. Il y a François qui est parmi les gens présents, nous disait justement, mais on a oublié toutes les autres pandémies, on a oublié nos leçons apprises. Fait que du coup, est-ce qu'on va être mieux cette fois-ci? Alors, on a une opinion là-dessus. François, est-ce que tu veux transiter vers peut-être un résumé de nos leçons apprises? Puis en fait, là, je veux dire aux gens qui posent des questions, on va revenir. J'en garde certaines en réserve là, pour la suite du propos. Tout à fait. On a encore, encore un petit 20 minutes devant nous. Alors, je vais rapidement passer à travers certaines leçons apprises ou leçons à apprendre. Ça fera peut-être le lien avec certaines des questions déjà soulevées et on répondra à d'autres avec plaisir. Donc, là où on en est, bon, dans le constat de la situation, clairement, une des leçons importantes, c'est d'intégrer la notion de crise durable. En entendant les dirigeants d'ici et d'ailleurs parler très souvent, on a l'impression que la situation est arrivée ce matin, que là, oui, on pallie, on fait ce qu'on peut dans la situation actuelle, mais c'est une crise durable. Maintenant, on le sait, c'est connu, là, c'est plus, c'est pas arrivé un matin, c'est arrivé il y a un an et plus qu'un an. Est-ce qu'on peut arriver à une gestion de crise dans laquelle on a internalisé la durabilité de la crise? Parce que là, actuellement, il y a trois postures qu'on observe. Et il y a une posture du déni, hein, qui est la posture de la résistance, de la rébellion, contre les mesures de prévention, éventuellement dans les approches complotistes, mais ne serait-ce une approche de résistance et de rébellion qui va puis c'est ce que M. Morin et les autres experts mentionnaient la dernière fois, qui va aller en croissance avec la durée de cette crise-là. Alors, la posture du déni, elle est là. Elle est pas pour nous aider non plus, parce qu'après, bravo si on va essayer de faire vacciner ce groupe-là. On a une posture de nostalgique auquel j'aime parfois faire partie, comme tout le monde, qui se dit, ben, ouf, qu'on aimerait ça que ça revienne à la normale. Hein? Donc, la fameuse trajectoire rouge, là, on dit qu'on était-tu bien l'année passée, puis qu'on rêve-tu de notre voyage quelque part avec des milliers de personnes sur les trottoirs des grandes capitales du monde. It's not gonna happen. Hein? Donc, la nostalgie, c'est bon, c'est sain, mais ce n'est pas le salut. Le salut, c'est le réalisme de la nouvelle normalité. C'est d'inventer cette nouvelle normalité-là comme individu, comme professionnel, comme entrepreneur, professeur, peu importe les niveaux. Et ça doit passer par des messages dans le leadership politique. Et là, on n'est pas du tout là. Alors, l'intégration de la crise durable, pour moi, elle est centrale et c'est ce changement dans la communication de gestion de crise qui doit être opéré. Ça, c'est fondamental. Les autres éléments, ça revient un peu à ce que j'ai dit, mais il faut se préparer donc aux prochaines années. Ça nous prend des chantiers parce qu'on n'était clairement pas prêt. Il faut que ces chantiers-là aussi intègrent, et ça rebondit avec la question précédente, l'expérience des crises passées, l'expérience aussi des épidémies gérées à travers le monde. Il y a une éclosion d'Ebola actuellement en Afrique. Ce n'est pas la première, ça fait des années. On a eu H1N1, on a eu le SRAS, etc. Il y a une expertise, une expérience et à chaque jour, personnellement,
si vous voulez mon opinion très personnelle, même pas comme expert, comme humain, je me dis, mais on dirait qu'on ne regarde pas ce qui se passe et qu'on fait abstraction de cette expérience-là. Euh, Stratégie de communication, donc à revoir, absolument. Il faut être capable de se projeter dans le temps, même si c'est des hypothèses, même si c'est de l'incertitude, parce que j'entendais les répliques faciles. Ah oui, mais on ne sait tellement pas ce que ça va avoir l'air en septembre. Fair enough. Mais si on ne l'anticipe pas, comment est-ce qu'on va faire pour le construire? De toute façon, une chose est sûre, c'est qu'en septembre, il va y avoir une situation de pandémie. Ça, je peux vous le confirmer. Et après, je termine là-dessus. Donc, clairement, on n'a aucune stratégie actuellement de sortie de crise. On est dans une gestion de crise, mais en gestion de crise, ça nous prend une stratégie de sortie de crise. Moi, je ne la connais pas. Là. Je suis là-dedans depuis 25 ans et dans cette crise-là, les mains dedans et la tête dedans avec mon équipe, on est 30 chercheurs, il y a des génies incroyables là-dedans et on n'a aucun élément de sortie de crise. Et les deux scénarios que je vous présentais tout à l'heure, l'élimination ou la cohabitation, ça ne nous amène pas vers une sortie de crise. Et il n'y a aucun gouvernement que je connais actuellement qui est capable de s'avancer. Même si ce sont des hypothèses, il faut qu'on aille là-dedans. Il ne serait-ce que pour nous faire respirer comme citoyens aussi. Et ça, ce n'est pas juste comme citoyen, c'est aussi dans votre organisation, dans vos entreprises, il faut être capable de pouvoir anticiper le futur. Et je termine là-dessus parce que c'est là où on en est. J'ai pas de solution. Je ne serais pas à vous parler là ce soir si j'avais des solutions. Il n'y a pas actuellement il n'y a pas de clairvoyance à avoir, mais il faut travailler sur ces chantiers-là. Nous, en tout cas, modestement, on le fait. Et d'ailleurs, il y a une journée d'études qui s'en vient sur ce thème-là en avril. Caroline parlait tout à l'heure bref, notre chantier à nous, à l'Observatoire. Et je termine là-dessus, puis je vais arrêter le diaporama. Ça va nous permettre de pouvoir être en cohabitation voilà, virtuelle. C'est d'aider, en tout cas, pour celles et ceux qui veulent bien l'entendre, à réfléchir sur ces scénarios-là dans nos différents domaines, en utilisant l'expertise qu'on a, et au Québec, il y en a, au Canada, dans le monde, il y en a. Puis, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de billets d'avion à payer. Si vous voulez connaître l'opinion d'un expert ou avoir accès à ses travaux, ça prend 5 minutes sur Zoom et l'accès n'a jamais été aussi facile, en fait, à l'expertise internationale. Ça, c'est une leçon apprise qu'on a constaté beaucoup à l'Observatoire, ça c'est clair, et aussi à l'Institut où je travaille. Les gens sont là devant leur ordinateur plus que jamais. François, je voudrais, Yannick, notre collègue Yannick Aymon a passé un commentaire, puis il nous rappelle là, que, étant donné qu'on s'inscrit dans une temporalité, on ne peut pas ne pas se soucier des conséquences et que la question d'avoir une vision multidimensionnelle est vraiment clé et qu'on doit travailler l'anticipation des conséquences, que c'est vraiment ça qu'il faut aussi rentrer dans nos filtres organisationnels. Ça fait donc que la gestion de la complexité est accrue, puis ça fait peur, soyons honnêtes, ça nous fait peur à tout le monde. On se dit, mais par quel bout je vais attraper ça? Et parce que ça nous fait peur, puis c'est anxiogène, et même pour le politique, c'est anxiogène, parce que le politique ne veut pas non plus être dans une situation d'incompétence ou de se sentir non en contrôle de quelque chose. Mais après, je vais laisser les politiciens être des politiciens. Il y a des manières, il y a des approches, il y a des mécanismes participatifs, que ce soit avec les citoyens, comme Madame le disait tout à l'heure, ou industriels, etc. Mais il faut faire plancher les chercheurs, les industries, les secteurs de commerciaux, sociétal à l'avenir. Parce que pour l'instant, on est comme chemin faisant à 24 heures d'avis, l'école peut fermer, etc. Donc, on est vraiment là comme un cheval avec ses œillères et à 2 semaines de visibilité sur une autoroute nuageuse. C'est comme ça qu'on se trouve et c'est une posture qui ne peut pas être viable à terme pour l'espèce humaine, ça c'est certain. Puis, je les ai un peu réservés à la fin, mais il y a Omar qui nous a partagé quelques commentaires avec des suggestions. Donc, il y avait le commentaire de dire, planifier le long terme, gérer la crise urgente à court terme, c'est deux actions qui sont un peu paradoxales, qui sont difficiles à allier, mais qu'on doit faire. Est-ce qu'on ne devrait pas inviter à des réflexions stratégiques à être mises en place là, avec des scénarios, puis ensuite de proposer ça au public pour réfléchir en format think tank, avec une genre de dimension de faisabilité, là, avec des éléments de contrainte, des indicateurs, là, parce qu'on doit naviguer là-dedans. Et ensuite, il continue en disant, il faut essayer d'aller vers la non-dépendance énergétique.
les enjeux alimentaires, puis informatiques et technologiques, tout ça doit être amené. Fait que merci beaucoup de vos suggestions. C'est là-dedans, effectivement, là, qu'on s'enligne à essayer de construire une réflexion sur quoi créer dans cet espace-là, cette zone de ta nouvelle ligne jaune, François. Effectivement, si jamais vous êtes intéressé à collaborer avec nous, simplement nous écrire à l'OCA, là, ça va être facile de nous retrouver. Donc, voilà, écoute, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a Sylvain qui nous dit j'aimerais savoir votre position pour la non-utilisation de la loi des mesures d'urgence au Canada pour avoir une coordination unifiée. François. J'aurais aimé que certains de mes collègues soient là pour en parler. Je vois qu'Yannick Aymon est dans la salle. Il serait plus apte que moi et d'autres pour parler de ça. Ça simplement, en tout cas a priori, hein, pour avoir été aussi dans certains corridors réels en début de crise et virtuels par la suite, ça n'a jamais été envisagé vraiment parce qu'on est tombé donc dans la dimension sanitaire, justement. Est-ce que ça... en fait, un an après, je ne sais pas jusqu'à quel point il y aurait eu un outcome ou un scénario différent aujourd'hui. Je ne crois pas que je crois pas que cette mise en opération-là ou l'application de ce cadre-là aurait nécessairement permis peut-être des réponses différentes, peut-être meilleures à certains endroits, mais à mon avis, on serait encore dans le même contexte aujourd'hui. Il y aurait probablement, et là, c'est peut-être là votre point, et je réfléchis, toi, à votre question. Peut-être que justement, et ça revient au point d'Yannick tout à l'heure, que ça aurait été peut-être plus multidimensionnel, très certainement, et ça nous aurait peut-être amené ailleurs, réfléchir sur les angles morts avant de voir arriver ça dans les médias ou que certains journalistes d'enquête sortent des lapins du chapeau en disant « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, il y a 50 personnes qui sont mortes dans ce CHSLD-là, comment ça se fait que le ministère de la Santé ne savait pas, etc., etc. » Bon, peut-être, mais là, on fait de la spéculation. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, on serait ailleurs. Je pense que là, une fois qu'on a dit tout ça, mon point étant, une fois qu'on a dit tout ça, il faut maintenant partir ce chantier-là, réfléchir au futur de politique organisationnelle, institutionnelle, de toutes les grappes organisationnelles de nos sociétés, parce qu'actuellement, tout le monde est en stand-by de l'entrée d'argent du gouvernement en attendant qu'on revienne peut-être comme avant ou que ça rouvre. Mais certaines industries n'ouvriront peut-être jamais, c'est ça, il y aura peut-être des deuils à faire. Le tourisme de masse, pas que je m'en plaigne particulièrement parce que je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement bon pour l'environnement et l'économie et la culture locale, mais n'est pas prêt de revoir le jour. Là, je ne crois pas non plus qu'on sera dans des salles de spectacle bondées dans les prochaines années. Comment on fera pour distinguer celles et ceux qui sont immunisés ou pas? On va arriver avec ces badges-là, Caroline, je ne sais pas. Alors, il faut se questionner sur cet avenir-là. Il faut le questionner et s'assurer qu'il y a une cohésion, une adhésion sociale à la manière dont on le prévoit. Ce n'est pas à nous ce soir d'identifier ces résultats-là ou ces solutions-là, mais il faut que collectivement, on y réfléchisse et c'est aux leaders d'opinion et aux politiciens de nous y amener. Et pour l'instant, encore une fois, je ne vois pas ça et je ne l'entends pas non plus. Oui, tout à fait. Puis Yannick t'appuie, je veux juste te dire dans les commentaires, il dit effectivement, même si la loi avait été mobilisée, on ne serait pas nécessairement ailleurs là, dans notre situation actuelle. Et ce qui complexifie tout ça, puis François et moi, on a pris au moins 1 heure cet après-midi pour en débattre, c'est les enjeux éthiques, hein, parce que veut pas, on prend des décisions, hein, chemin faisant, comme on discutait. Puis, à un moment donné, on se dit, OK, on prend du recul. Puis ce jugement-là, cette réflexion-là a besoin d'exister pour dire, mais ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon maintenant, mais est-ce que c'est bon dans le futur? Puis, est-ce que c'est vers là où on veut aller? Et les enjeux éthiques, c'est encore un sujet peut-être trop peu souligné là, dans l'ensemble de la situation, parce que c'est sûr que ça amène d'autres zones grises qui sont délicates. Qui sont délicates à aborder. On les a vus un peu et on l'entend tranquillement arriver là, parce qu'on n'est pas encore rendu là, mais dans la vaccination, évidemment, dans quelles sont les priorités, etc. Je crois que certains États et certains gouvernements, incluant les nôtres, ont quand même relativement bien géré ça. Des comités éthiques, des experts en éthique médicale, des philosophes, des éthiciens se sont penchés là-dessus pour
valoriser certains groupes au détriment de d'autres qui sont moins menacés, moins vulnérables. Et là, je parle juste pour la vaccination. Et ça doit être aussi évolutif et c'est quelque chose qui doit être abordé régulièrement parce qu'on est dans l'incertitude et cette incertitude-là nous empêche de voir très loin, effectivement, dans les conséquences de nos choix maintenant. Mais si on n'y réfléchit pas en amont, ça sera d'éventuelles surprises, d'éventuelles grandes déceptions et aussi, puis il faut dire les choses concrètement, ça va être des morts. Donc, il y a des gens qui vont mourir et qui sont encore vivants maintenant et qui vont mourir par des mauvais choix qui n'auront pas été pensés. Euh, et, et, et on vivra avec l'histoire d'une génération qui est la nôtre, qui aura aujourd'hui, je peux le dire modestement, pas nécessairement bien géré la situation et laissé mourir des gens. Et là, je ne parle pas des gens qui sont déjà morts, qui est déjà une tragédie et qui a déjà des erreurs importantes et des gens qui devraient être imputables de certains choix qui ont été faits dans le passé, qui ont laissé notamment, on parle de nos personnes âgées, les situations dans certains CHSLD, etc. Et ce n'est pas pire et meilleur au Québec, quoique lorsqu'on regarde évidemment la situation dans les CHSLD et les mortalités élevées dans certains centres de personnes âgées, puis je n'en suis pas du tout un expert, mais concrètement, on voit bien qu'il y a eu des graves lacunes et des gens qui sont en prise de position maintenant et qui ont pris des décisions dans le passé qui devraient, à mon avis, faire l'objet de certains questionnements. Écoute, François, on pourrait conclure sur deux commentaires, si tu le permets. Vas-y, oui. Donc, il y a quelqu'un qui nous écrit, Feng, je crois. Est-ce que le Québec ou le Canada a essayé d'apprendre des autres pays, exemple en Asie, qui ont mieux géré la crise sanitaire? Alors là, c'est vrai qu'on a certains d'entre nous, puis il y a d'autres chaires de recherche qui sont ancrés dans certains lieux physiques, géographiques dans leur recherche, qui ont réfléchi à ça. Toi, tu te positionnerais comment, François, par rapport à ce commentaire? Nous-mêmes, on l'a fait à l'Observatoire notamment, et d'autres, effectivement, l'ont fait, et en utilisant certains indicateurs. Nous, nos indicateurs, c'était les protocoles de confinement de départ. Hein, donc, avec l'équipe de recherche de l'Observatoire, je ne veux pas toute la nommer, là, mais qui ont travaillé très fort pendant plusieurs mois pour évaluer les protocoles de confinement de plusieurs pays et de voir quels étaient les effets de ces protocoles d'urgence-là sur les enjeux épidémiologiques. Maintenant c'est largement établi. L'information, elle est bien documentée et il y a des mécanismes collaboratifs qui existent là, depuis, je dirais quand même depuis septembre-octobre, mais au départ, ce n'était pas fait, ce n'était pas déjà établi justement. Nous, on l'a fait, d'autres l'ont fait. Et oui, on va le dire concrètement, ce n'est pas un secret des dieux, il y avait une ouverture de nos gouvernements et de nos cellules de crise pour avoir ces informations-là. Alors oui, ça a été fait, mais évidemment, après, ça devient très contextuel, mais c'est important de voir que si un pays a fait telle chose et que clairement, il y a une conséquence importante, positive ou négative, ça doit être pris le plus rapidement possible, étant donné la situation. Mais ça a énormément changé dans le plateau qu'on a connu entre mars et maintenant, disons. Là, ça va évoluer et avec l'arrivée de la vaccination massive, donc seulement pour l'instant, vraisemblablement qu'un seul pays a atteint, c'est Israël, avec qui on a des données tangibles. Je ne veux pas parler de la Chine, on est d'accord, mais Israël, les données sont robustes. On va commencer à arriver à cette nouvelle période-là où il y aura nécessité de collaborer, d'apprendre des erreurs et des bonnes décisions aussi. Il faudra rapidement que certains pays alliés, qu'il y ait des alliances scientifiques, coopération scientifique sur ces mécanismes-là. Normalement, c'est évidemment le travail de l'Organisation mondiale de la santé et de certaines autres agences là, qui doivent faire ça. Mais les travaux de recherche doivent permettre dans toutes les sphères universitaires notamment, de générer ce savoir-là et de le faire connaître. Et qu'il y a une ouverture politique de l'écouter aussi. Souvent, malheureusement, il y a une très réfractaire d'aller au-delà du quotidien, donc d'avoir des informations qui iraient à l'encontre du processus de décision actuel. C'est souvent, malheureusement, pas écouté. Il faut passer par des conférences publiques, par les médias pour faire pression d'autres façons et d'assurer que dans le débat public,
apparaissent ces choix alternatifs-là qui sont faits ici ou ailleurs. On a quelqu'un parmi notre audience, puis ça sera le dernier commentaire que je partage avant qu'on fasse notre conclusion, qui nous dit qu'elle travaille à la planification de réponses d'urgence à la direction de la santé publique. OK? Et que On chaque ne la jour, nommera pas. et que chaque jour, elle constate que gestionnaires et collègues ont de la difficulté à se projeter dans des scénarios réalistes. Est-ce qu'on a une recommandation? Est-ce qu'on a des suggestions pour les aider? Je te laisse peut-être répondre, François. Ben, en fait, c'est d'une part pas rassurant et rassurant. C'est rassurant que vous soyez là ce soir, que vous nous écoutiez puis que vous ayez la sagesse de divulguer ça. C'est pas rassurant, par contre, de savoir que c'est ça. Par contre, le fait d'être conscient de ce biais-là et de ce décalage-là, ben, je crois que, et en particulier le système de santé, qui évidemment est en mode urgence. Donc, on gère le Québec actuellement comme une salle d'urgence. On n'est pas dans la médecine préventive, là. Alors, il faut effectivement qu'il y ait du recul qui soit pris. Et il y a plein de gens très qualifiés qui peuvent aider, oui, le système de santé, mais n'importe quelle organisation, à faire ce recul-là, à faire des rétrospections et à voir, à anticiper ce futur-là. Tout à fait. D'une certaine façon, c'est un peu textbook là, pour la gestion de crise, mais oui, tout à fait. Alors, prenez contact avec nous suite à ça. C'est ce que je voulais vous dire. Ça nous fera plaisir de vous relayer à quelques-uns de ces experts-là ou groupes, etc. Et aussi au gouvernement, dans l'administration publique, il y a énormément d'expertise. Souvent, malheureusement, les gens sont déjà débordés et ils sont pas mandatés pour prendre le temps de réfléchir. Ils sont dans la gestion du quotidien. Alors, il faut souvent aider les gestionnaires et les preneurs de décision à prendre ce recul-là simplement. Mais communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir. Tout à fait. Puis je rajouterais en fait que sur le site de l'OCA, on a beaucoup, beaucoup de textes qui ont semé par rapport à cette réflexion-là, c'est-à-dire comment envisager le changement, comment gérer votre gouvernance en contexte de pandémie, tout ça. Donc, il y a de l'inspiration à trouver. Parfois, d'imprimer un texte, de le partager, des fois simplement mentionner que ça existe, mais est-ce qu'on a réfléchi à ça, nos enjeux réalistes, puis si on a à comparer ça à deux autres scénarios, qu'est-ce que ça deviendrait? Simplement de le mentionner, ça peut déjà éveiller des consciences. Fait que du coup, il y a quand même des ressources, là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, je voudrais peut-être clore sur un mot de fin. François, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne là, de cette heure et demie ensemble? Écoutez, moi, personnellement, d'entrée de jeu, ce que je voudrais faire, et de manière très simple, c'est remercier les 50 participants qui ont été là ce soir, qui ont toléré un Zoom de plus dans leur journée, laisser de côté peut-être leurs enfants et tout ça. Je l'apprécie beaucoup. Moi, en tout cas, ça me rassure et ça rassure toute l'équipe que je représente à l'UQAM, les chercheurs et de mon centre de recherche comme des autres, qui a un intérêt public, du grand public, à écouter les scientifiques et à écouter là où nous en sommes dans ces scénarios-là. Et je crois que, en tout cas, moi, c'est ma leçon apprise à moi. Et après, je crois que la nouvelle normalité doit être le thème du jour. Nous, c'est ça sur quoi on planche, en tout cas. Et pour celles et ceux qui sont prêts à embarquer, les organisations, etc., on travaille avec eux. On travaille déjà d'ailleurs avec beaucoup d'organisations et même beaucoup de gouvernements actuellement. Donc, c'est déjà en processus, mais ce n'est pas facile. Alors, on va essayer de retrousser nos manches et d'en faire même davantage. Mais je tiens à remercier tout le monde. Sincèrement, c'est très apprécié d'avoir pris le temps et je sais à quel point on est fatigué des Zooms. Alors, merci. Et je voudrais aussi en profiter pour te remercier, Caroline, d'avoir joué le jeu de cette co-animation avec moi ce soir. C'est très apprécié. Bon, ben François, tu as volé ma job. Donc, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir de t'entendre, François. Tu nous as stimulés. C'est comme un café avant dodo. Là, ça stimule bien. Mais là, on est dû. C'est l'heure de l'apéro, Caroline. Là, c'est l'heure de l'apéro après ça. Alors, j'aimerais vous inviter tous à la prochaine conférence de la série et la dernière qui va se tenir le 25 mars 2021.
et qui a pour titre Activités minières au Canada et en Afrique, enjeux de régulation, de légitimité et de responsabilité avec la conférencière Madame Bonnie Campbell, qui est professeure émérite au département de sciences politiques. Donc, on vous dit merci d'avoir été là. On compte sur vous pour nos journées d'études, pour nos colloques, pour continuer cette réflexion-là parce que c'est ensemble qu'on va trouver une réponse. Merci à tout le monde. Bonne soirée.